Et c'est une œuvre d'art, hein. C'est un vitrail. Hein. L'élégance, elle doit être permanente, quotidienne et dans tous les gestes. Vous voyez, quand vous glacez une terrine, c'est comme si je peignais un tableau, quoi. Pour moi, la charcuterie, elle a changé. Elle a changé parce qu'elle est créative, parce qu'elle est innovante. Le métier de charcutier a longtemps été dénigré. Mais grâce à quelques artisans d'exception, il retrouve aujourd'hui ses lettres de noblesse. Gilles en est l'un de ses plus grands ambassadeurs. Il a même conquis les États-Unis avec ses planches de charcuterie. This is a special pâté en croûte today. Sa réussite inspire la jeune génération. Cette année, Stécie compte bien remporter le titre de meilleur ouvrier de France. J'ai l'intention de mettre la veste bleu blanc rouge, ça c'est sûr. J'ai pas envie de rester au pied du podium. Quant à Philippe, c'est en Espagne qu'il part chercher les meilleurs jambons du monde pour les faire découvrir aux Français. Il y a une odeur, vous prenez à fond, respirez, quoi. C'est envoûtant, entêtant. Pour eux trois, il est temps que la charcuterie prenne sa revanche. 9h du matin, à Paris. Les clients font déjà la queue dans la boutique de Gilles et sa femme Catherine. Voilà, merci beaucoup. Pourquoi vous venez ici justement? À cause de la qualité des produits, tout simplement. Il n'y a rien d'autre qui valent cette qualité aux alentours. Et j'avoue que les choses sont absolument délicieuses. Les terrines sont magnifiques. Les matières premières sont sûrement excellentes parce que c'est délicieux et voilà. Tiens, Célestin, tu m'aides à amener les terrines, s'il te plaît, hein. En cuisine, Gilles et sa brigade s'activent depuis plusieurs heures. Ce métier de charcutier, il l'a choisi il y a 32 ans. Alors aujourd'hui, je pense que je fais un métier traditionnel, je suis un artisan. Je me sens beaucoup plus artisan que commerçant. Je suis fier d'être charcutier, donc ça je le proclame haut et fort. Notre métier, il est très noble. L'élégance, elle doit être permanente, quotidienne et dans tous les gestes. Vous voyez, quand vous glacez une terrine, c'est comme si je peignais un tableau, quoi. C'est cet amour du métier qu'il veut transmettre à la nouvelle génération. Ça va, Mourad, tu as paré celui-là, donc tu peux t'occuper de celui-là maintenant. Hein, tu vois, si un jour tu as un magasin à Séoul avec du fromage de tête, il faudrait que tu penses tout le temps à ça. Hein. Oui. Les apprentis viennent du monde entier se former chez lui. C'est le cas d'Oram, un jeune Coréen. Pour l'instant, en Corée, il n'y a pas beaucoup de charcuterie. Je vais montrer aux Coréens que c'est possible. Je vais montrer la culture française à manger. Partager cette culture française, c'est aussi le but de Gilles. Depuis 10 ans, il fait d'ailleurs découvrir ses spécialités aux Américains. Bonjour, comment ça va? Pour célébrer cette décennie, il a mis au point une nouvelle recette. Ses fils et sa femme sont ses premiers testeurs. Voilà, c'est la surprise. Notre version de Laurier et la Belle Aurore. C'est moi qui vais en premier. Oh, c'est beau. C'est un tableau, vous trouvez pas? Il y a le marquage des viandes qui est magnifique. Alors, il est peut-être un peu froid encore. Hein. Bon, on met combien, papa? On met toujours des notes, nous? Moi, je dis 9,5 sur 10 parce qu'on n'est jamais parfait. C'est pas mal. Hein. C'est ton grand jour, Nicolas, parce que d'habitude, t'es plus dur que ça avec nous. T'imagines même pas. Après des études de droit, Nicolas, son fils aîné, a décidé de passer à un CAP de charcuterie pour reprendre le flambeau. Moi, je suis extrêmement fier de la carrière de mes parents, de ce qu'ils font et ce qu'ils ont fait. C'est pas facile et enfin, moi, je suis admiratif tout simplement. Aujourd'hui, à 20 ans, affirmer être fils de charcutier, en être fier, c'est quelque chose de formidable. Il y avait une rumeur, un historique qui disait qu'avant, quand on était jeune, à 18 ans, et qu'on voulait séduire une fille, on ne disait pas qu'on était charcutier. On inventait un autre métier, on disait qu'on était cuisinier. Aujourd'hui, on dit qu'on est charcutier. La preuve, il m'a séduite en disant qu'il venait apprendre à faire du pâté de campagne auprès de mon père. Voilà, il m'a pas dit, je vais faire des tartares de saumon. Hein. Dans quelques jours, le couple s'envolera pour New York présenter cette nouvelle création. Mais il n'y a pas qu'en France que la charcuterie est considérée comme un art. Bérard, en Espagne. Des chênes centenaires à perte de vue.
Et au milieu, les stars de la forêt, les cochons ibériques, connus sous le nom de pata negra. Il y avait l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Aujourd'hui, on assiste à l'homme qui parle aux oreilles des cochons. D'ailleurs, et vous avez remarqué ou pas les oreilles des cochons, elles sont au-dessus des yeux. On appelle ça tapeado. Et en fait, c'est carrément des lunettes de soleil. Philippe est le premier importateur français de charcuterie espagnole. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec Emilio, un éleveur, pour sélectionner les meilleurs cochons. Cette année, t'as mis combien de cochons là sur la propriété? Ici, il y a 80 cochons. 80 cochons sur 150 hectares, presque un cochon pour 2 hectares, ouais. Voilà. Ok. Tu sais que je veux le meilleur, hein, moi, attention. Hein. Oui. Il est accompagné de Raphaël et Eric, deux de ses vendeurs français. Donc vous connaissez, mais c'est quand même là où toute l'histoire commence, ce cochon qui a la particularité de s'alimenter des glands. Hein. Moi, j'en ai ramassé encore, hein, là, donc les glands qu'on appelle bellota, ils apportent une capacité d'affiner beaucoup plus longue qu'un animal qui n'a pas mangé de glands. Si l'animal ne mange pas de glands, au bout de 5 ans, au bout de 4 ans, au bout de 3 ans, le jambon ou les pièces de viande qui sont issues vont être dures. Les glands leur donnent aussi un goût de noisette très particulier. Philippe le découvre lors de sa première dégustation, il y a 20 ans. J'ai souvenir d'une sensation quasi physique de tomber par terre. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Nous, les Français, on connaît tout dans le domaine de la gastronomie. C'est pas possible qu'on ne connaisse pas ce cochon et les produits d'exception qui en sont dérivés. Et après, on n'a qu'une seule envie, c'est de faire partager, de faire découvrir. C'est aussi simple que ça. Pour les faire partager au plus grand nombre, il a ouvert plusieurs boutiques en France. Il y a quand même pire, hein. Franchement. Avec Emilio, il a mis au point une recette de saucisson sans épices pour les Français, qu'il va faire goûter à Raphaël et Eric. On va quand même passer aux choses sérieuses, on va à la phase finale. Il y a Paco qui est déjà là pour nous faire goûter donc la version traditionnelle du marché espagnol, le lomo avec paprika, et notre version, celle qu'on a mise au point, cette version sans paprika. Allez-y, rapprochez-vous. Hola Paco, ¿qué tal? Gracias por tu apoyo. Hein? On voit c'est une œuvre d'art, hein? C'est un vitrail. Hein? C'est incroyable. Il y a une suavité en bouche, une longueur, une amplitude aromatique. Et le fait d'avoir un produit sans rajout en fait d'épices, ça me laisse beaucoup plus de sensations sur la viande en elle-même. Est-ce qu'ici en Espagne vous avez quand même la tradition, par exemple, dans les saucissons de mettre... Moi c'est... El cual prefieres? Moi, je préfère celui au paprika. C'est normal, dans cette vie-là, en este vida, en vidas anteriores, quand estuviste français, dans une vie antérieure, il préférait la version sans pimentón. Mais là, en tant qu'Espagnol, c'est normal, hein, voilà, c'est sa culture. Hein. Demain, Philippe se rendra dans une autre région d'Espagne pour chercher un produit encore plus rare. Vous avez quand même la tradition, par exemple... Tomate farcie. La tomate farcie, vous en voulez une? Deux. En Normandie, près du centre-ville de Caen. Un jeune artisan espère lui aussi devenir un jour un grand nom de la charcuterie. C'est porcelet farci façon bourguignonne, donc c'est du dos de porcelet, garni avec les dés de jambon, une persillade. À 27 ans, Stécie est l'un des plus jeunes charcutiers à se présenter au concours du meilleur ouvrier de France. Dans 2 semaines, c'est le grand jour. Pour moi, aujourd'hui, de participer au concours du meilleur ouvrier de France, ça me permet de mettre en avant la charcuterie, le métier qui, moi, me passionne aujourd'hui. Pour moi, la charcuterie, elle a changé. Elle a changé parce qu'elle est créative, parce qu'elle est innovante. Ce concours, c'est aussi un défi personnel. Si vous voulez goûter, madame. Étant quelqu'un d'assez timide, c'est le dépassement de soi. Et ça fait énormément de bien, ça permet de rencontrer du monde et tout ça, moi j'ai besoin. J'ai besoin d'aller vers les autres. Voilà. Sinon, on resterait chez soi sans
sans réels objectifs. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne Et journée. bonne chance. Au revoir, merci. Bonne journée. Bon, de retour du magasin, c'est bon? De retour du magasin. Cela fait 2 mois que Stécie s'entraîne sans relâche. Vous le sentez là, Stécie en ce moment, il est stressé plus que d'habitude ou pas? Il est un petit peu tendu, mais ça va. Il prend très tôt le matin. Et le midi, il mange pas, il reste au boulot, il fait son concours, à fond dans son concours. Et le soir, c'est pareil, après le boulot, il refait encore son concours, tout le temps. C'est un truc de fou. La préparation du concours a bouleversé son emploi du temps et sa vie de famille. Tu as fini? Ah oui, j'ai vu ça. Allez, viens. Viens, hop. On va essuyer la bouche. Les moments passés avec Marie-Aude, sa femme, et leurs 2 fils sont de plus en plus rares. Ça fait 1 mois et demi, presque. 1 mois et demi qu'on n'a pas eu un repas complet en famille. Compte tenu de ces heures en ce moment, c'est impossible. C'est un investissement personnel, mais pour tout le monde, de toute façon. Mais pour les enfants, parce qu'ils subissent le manque de temps pour eux et pour la vie de famille. Enfin, pour la vie de couple, tout simplement. Nous, on n'a pas de col bleu, blanc, rouge pour supporter le tout. Parce qu'il faudrait une récompense aussi pour les familles. Je pense. J'en suis intimement persuadée, je milite pour ça. Je sais qu'ils seront fiers. Donc ça, j'ai pas de doute là-dessus. Et c'est aussi pour ça que, de toute façon, je dirais que même s'il y a plein de choses qui vont pas, je lâcherai pas, ça c'est sûr. On va pleurer encore. Ouais. Non, mais je lâcherai pas, ça c'est clair. À tout à l'heure. Ça va au travail sans gêner. Pour Stécie, l'aventure ne fait que commencer. Allez hop. Alors qu'à New York, Gilles et Catherine s'apprêtent à savourer leurs 10 ans de carrière américaine. Quand on a débuté, je pense qu'on n'imaginait pas une seule seconde qu'un jour on serait dans New York d'une manière très naturelle. C'est un peu aujourd'hui notre seconde ville d'ailleurs. À venir, ouais, c'est notre seconde ville. À venir goûter notre charcuterie régulièrement, à venir y travailler, en fait, ça c'est quelque chose d'assez incroyable. Je pense qu'on ne pouvait pas le rêver, en fait, non? Non. Leur réussite aux États-Unis, ils la doivent à un autre Français, Daniel Boulu, un chef lyonnais devenu star outre-Atlantique. Hey Daniel, comment ça va? Ça va? Ça va bien? Ça va, Gilles. Un plaisir de te voir. Il y a encore quelques années, la charcuterie française n'existait pas à New York. Bon ben, on va au bar. Allez, super. Le chef se lance alors à la recherche d'un artisan capable d'exporter ses recettes. Un jour, j'étais à Paris et le chef du Georges V, Philippe, je lui dis, voilà, je cherche un charcutier, mais je sais pas, j'arrive pas à trouver la bonne personne, peut-être il faudrait qu'il vienne de Paris. Et il me dit, j'ai l'homme qu'il te faut. On monte sur son scooter et 1h30 plus tard, j'étais chez Gilles, il me recevait dans son bureau au-dessus, dans la petite cuisine un peu que vous avez. Avec des ça, dans la planches salle à en fait, manger, ouais. des morceaux de Des terrine, planches tout et ça, une table couverte de charcuterie. Et là, j'en pleurais. J'ai dit, mon Dieu, ça c'est incroyable. Mes collègues. À partir de ce moment-là, Daniel décide de mettre la charcuterie de Gilles à la carte de ses restaurants. Dans ses bars à vin, elle est même exposée en vitrine devant les clients. Beaucoup de choix, c'est bien, hein? C'est chouette, hein? Saucisson lyonnais, là, il fait un peu seul, tu vois, ça c'est un peu triste. ouais, c'est vrai. 2 fois par an, le couple vient sur place contrôler la qualité des produits. Parfait. Super. On goûte tout, là, on fait la charcuterie froide et puis les boudins aussi, ils nous envoient. Aux États-Unis, Gilles a formé Aurélien, un jeune charcutier français, pour qu'il reproduise ses recettes. Ça marche bien, l'assiette de boudin noir et boudin blanc? Le duo, c'est... Et vous le présentez toujours comme ça? C'est vraiment bien. Hein. Génial. Il y a 10 ans, pour New York, c'était une révolution. C'est-à-dire qu'une planche de charcuterie comme ça, c'était quelque chose qu'ils avaient vu dans les livres. Pour certains en voyage à Paris ou en Normandie, dans certaines régions françaises. Mais là, de la voir en plein Manhattan, sur Broadway, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est vraiment une part de la France qu'on a apportée ici. Hein. C'est bon, c'est vraiment intéressant. Les textures sont toutes différentes. C'est très bon.
C'est délicieux, merci. On n'a pas l'habitude de manger du pâté, du lapin. Il y a beaucoup de produits qu'on ne trouve pas dans les restaurants en Amérique. Demain, Gilles présentera sa nouvelle création aux Américains, en espérant une fois de plus les surprendre. Pour être un jour reconnu comme Gilles, Stacy, lui, doit encore s'entraîner. On est où, Cécile? Montage? Montage de l'entremet. C'est Christophe, son patron, meilleur ouvrier de France depuis 2004, qui le coach. Au programme, un entremets de canard à base de confit, foie gras et figues qu'il faut sublimer. Je pense. Il y a juste la figue là, je suis pas très rassuré, mais c'est quand même pas suffisamment gelé, trop fin, pas facile à envoyer. Tu l'as laissé coller sur un papier guitare? Ouais. Pour laisser, c'est pas. Cette année, le concours a un thème surprenant. Le thème du concours, c'est la charcuterie fashion. Donc il va falloir vraiment proposer des produits d'aujourd'hui, des produits qui sont novateurs finalement. La recette d'entremet de canard, ça correspond un petit peu aussi au nouveau mode de consommation. Le travail de la mousse, ça fait un produit qui est assez léger en bouche et c'est ce que peuvent rechercher beaucoup de personnes maintenant. Dans la charcuterie surtout, c'est avoir une charcuterie légère et avec des produits qui sont toujours aussi nobles qu'ils l'étaient autrefois. 6,2 quoi. 6 cm. Bah 6 cm, mais le fondant, faut... Voilà. T'as plus de 6, hein? 6,2 6 combien? Tu frôles les 6,5 quand même. 6,5 ouais. Parce qu'il y a plus de fondant. Avec le glaçage? Il va falloir baisser. Le jury va en tenir compte forcément. On demande 6 cm. On ne demande pas 6,5. On va recaler, il reste encore une semaine. C'est pas comme si c'était demain. Mais c'est bon, enfin, je suis quasiment sûr que c'est bon, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, il faut que ça soit beaucoup plus rigoureux que ça. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ouais, il y a quelques petits réglages, mais alors là, on commence à vraiment... On affine vraiment le produit, mais déjà dans la constitution, dans la fabrication, techniquement, déjà, il a empilé énormément de difficultés. Donc on a vraiment un produit qui devient abouti, là. Une semaine plus tard, à Paris, la veille du concours. Pendant les 4 jours d'épreuve, Stacy dormira sur place, dans une chambre d'internat. Fermé. Bon, allez hop, on va se reposer pour attaquer demain. Là, c'est l'oreiller que je ramène à chaque fois, à chaque concours. Je suis pas fétichiste du tout, mais voilà, au moins je me repose bien à chaque fois. Quant à sa femme, Marie-Aude, elle n'est jamais très loin. Après ça, c'est personnel, hein. C'est voilà, un foulard. Elle est pas là, mais bon, elle a été là pour toute la préparation, mais c'est un petit plus pour supporter la pression. Pour Stacy, le marathon commence demain. En Espagne, dans la région de l'Extrémadour. La quête de Philippe touche à sa fin. Il espère trouver son trésor chez l'un de ses fournisseurs de jambon. L'année dernière, de mémoire d'éleveurs de cochons, il y a eu une récolte de glands exceptionnelle, comme il y en a probablement 1 ou 2 par siècle. Et ça va nous permettre de sélectionner des jambons dont on pourra prolonger l'affinage au-delà de 6, 7, voire 8 ans. C'est des pièces rares et j'ai hâte de voir. Ces pièces si rares, Philippe les a baptisées Stradivarius, en hommage au violon d'exception. Ah, on va être joli avec ça. Hein. Regarde un peu comment on va être beau. Alors hein? Philippe et ses 2 vendeurs accèdent enfin au bodega, ces caves où les jambons affinent plusieurs années. Vous avez parlé de ces tunnels. Et là, il y a une odeur. Vous prenez à fond, respirez, quoi. C'est envoûtant, entêtant. Philippe, on est où? Au milieu de 600 000 jambons, on est dans le Saint Graal. Et il faut trouver les meilleurs.
C'est un beau métier quand même. Ah ben, c'est absolument phénoménal. C'est une image que je vais garder dans ma tête pendant très très longtemps. On fait de la spéléo. C'est quand même... hein, si un jour vous avez dit que vous faisiez de la spéléo dans les jambons... C'est vrai, on l'a fait. C'est Montanera 2014. On va essayer de trouver les meilleurs jambons. Là, on a déjà identifié ce qu'il y avait de mieux au niveau de l'analyse. Et là, on va les choisir un par un. Ok, siguiente. De momento. Eso es. Celui-là, on le garde un peu comme témoin. Ça, j'en veux pas. Ok, siguiente. Sur 600 000 jambons, seuls quelques-uns peuvent espérer plaire aux mains expertes de Philippe. On va chercher les jambons qui vont avoir une brillance qui va traduire qu'ils sont issus d'un cochon qui s'est gavé de gland. Et l'autre chose, le gland donne aussi une graisse qui est très fluide au toucher. Là, on est sur un jambon qui est beaucoup plus dur. On a un côté beaucoup plus mat. Hein. On voit hein, là, les reflets. Ça, c'est un Stradivarius. Ok, lo marcas. Les Stradivarius sont soigneusement mis de côté. Dans 6 ou 7 ans, chacun de ces jambons sera vendu dans les boutiques de Philippe, environ 2000 € pièce. La plus grande difficulté de ce produit, c'est que ça s'appelle jambon, donc que ça porte un nom banal dans la quasi-totalité des cultures autour de la Terre, alors qu'effectivement, on est sur un produit qui est incroyablement rare, incroyablement complexe. Dans un monde où tout va vite, où le temps c'est de l'argent, où là on est sur des années d'immobilisation, c'est un autre produit. Mais avant de pouvoir goûter ces jambons d'exception, il faut d'abord apprendre à les trancher. De retour en France, dans l'une de ses boutiques, Philippe forme chacun de ses vendeurs à l'art de la découpe, avec Sarah, qui en est vice-championne du monde. Ça, c'est un beau pétale parce qu'on a de la graisse, de la chair. C'est ce qu'il faut pour que ce soit fondant en bouche. À 300 € le kilo, mieux vaut s'appliquer pour chaque pétale. Quand tu tranches, toi, tu fais comme ça. Donc tu te laisses très peu de mouvement. Essaye de plus faire comme le violon, tu vois. Regarde comme je m'éloigne. D'accord. On descend. Je suis venu ici pour apprendre. C'est un art de couper le jambon qui n'est pas inné chez personne. Et c'est pour apprendre la beauté du geste surtout, pour pouvoir respecter le produit. Ouais, en plus, nous, on vend le jambon, mais on le vend directement en boutique. On est sur un produit de luxe, avec une clientèle exigeante. La beauté du geste est presque aussi importante que le résultat. À la fin du cours, Philippe a réservé une surprise à ses élèves. Une dégustation d'un Stradivarius de l'année 2010. Voilà, donc là, on va goûter un crème de la crème. Alors, attention. Donc, voilà. J'aime bien les bruits, toujours. Voilà, là, c'est un peu une malle au trésor. Là. Voilà. Plutôt que de longs discours, moi, je propose que vous goûtiez ce jambon d'exception. Moi, j'ai des arômes de noisettes, de noix, là, complètement. L'analogie avec le vin est un peu obligatoire sur ce genre de produit. Vous avez une richesse d'arômes et une longueur en bouche qui est vraiment étonnante. Le but de tout ça, en fait, c'est de revenir à l'émotion originelle que j'ai eue quand j'ai goûté la première fois ce jambon d'exception. On prend vraiment une claque gustative. Donc mon but, c'est de revivre cette émotion originelle à travers l'œil de l'autre. Et c'est ça mon métier. Faire découvrir et partager sa passion, c'est aussi le but de Gilles à New York. Il s'apprête à offrir aux Américains une démonstration du savoir-faire français. Bonjour Aurélien. Comment ça va? Plus que quelques heures avant la grande soirée d'anniversaire pour ses 10 ans de travail ici. On se met en place, là, c'est bon? On y va. Allez, on est parti. Donc là, on a nos 10 viandes, en fait. On a, donc dans l'ordre, tu sais, en fait, ce qui est important, c'est qu'on va faire le montage en fonction des couleurs. D'accord. Les matières premières proviennent toutes de la région de New York. Alors en fait, on n'a jamais importé de produits français, notamment la viande, d'abord parce que c'est interdit, et aussi surtout parce que de toute façon, le cochon c'était une des viandes les plus fragiles, donc c'est très très important pour nous de travailler avec des produits locaux.
Moi, j'ai terminé avec la caille. Après, j'ai mis du veau. Tu vois, c'est bien qu'on soit à deux pour faire ça. Hein. Donc, l'Empire, tu le fais pas plus petit que la Tour Eiffel. Il faut que ça soit au même niveau quand même. Hein. Oui, bien sûr. Voilà, faut pas qu'on soit complexé. Hein. Hey, Paco, can you come take a picture, please, of me and Vero? Le soir même, dans le restaurant de Daniel, une centaine de personnes est venue célébrer la charcuterie française. Happy anniversary! This is a special pâté en croûte today. It's called oreiller de la Belle Aurore. Ah, je vais le goûter tout de suite, là. Je trouve qu'il est tellement beau, mais regardez, cette mosaïque, c'est comme une mosaïque de viande, magnifique. Et puis, la jolie cuisson qui s'est créée autour des viandes, c'est fabuleux. Je suis trop contente. Il est moelleux, il est sublime. Oh, j'adore. C'est merveilleux, délicieux. Bravo Daniel, bravo Gilles. J'adore à 100%. Tout le monde devrait goûter. Je ne pourrais manger que de la charcuterie et ne pas dîner ensuite. Je fais ça très souvent. Je suis une grande fan. Alors, et dans 10 ans, vous voyez où? Dans 10 ans, je pense qu'en fait, il n'y aura plus un restaurant qui ne servira pas de la charcuterie à New York. On a beaucoup de choses à imaginer encore. On a l'impression d'être au début seulement. Donc, ouais, toujours tourné vers l'avenir. Alors que le couple profite de sa dernière soirée new-yorkaise, à Paris, l'ambiance est plus tendue. Bien, bon messieurs là, attention au timing, hein, parce que... Cela fait 2 jours que Stécie enchaîne les épreuves. Pour décrocher le titre de meilleur ouvrier de France, il va devoir courir un peu plus vite que les autres, car il a accumulé beaucoup de retard. Le timing, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'il te reste à faire encore? Tout. Ça va pas être compliqué, tout. Un peu de tout. Tout au long de la journée, ses moindres faits et gestes sont notés par le jury. Le jury de travail note à la fois, bien sûr, tout le côté technicité, fabrication, mais également l'hygiène, la propreté, l'organisation, la sécurité au travail. En fait, pour le titre de meilleur ouvrier de France qui représente l'excellence, c'est un ensemble. Et il faut être bon partout. Stressée et en retard, Stécie renonce aux finitions. Normalement, il y avait des tuiles en décor et tout ça qui devaient venir même pour la dégustation, mais ça va pas être possible. C'est partie du concours aussi. Hein. On a beau se préparer, des choses qu'on maîtrise pas toujours. Dans 10 minutes, il faudra qu'on ait toutes les assiettes sur l'échelle pour la dégustation. 1,2 kg, 40. Et pile poil 6 cm. Merci. Il manquera les assiettes du numéro 4, s'il vous plaît. Dans une salle à part, un autre jury va noter à l'aveugle les 5 plats des candidats. Dégustation, c'est évidemment le goût, le parfum, texture, la cuisson. Et puis après, on porte notre jugement et on note. Oui, c'est lourd de conséquences. C'est pour ça qu'il faut faire ça avec sérieux, avec honnêteté surtout. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est moins bon, eh bien, la sanction. La lettre A. Mais à la fin de la journée, le concours est loin d'être terminé. Le lendemain, au Salon de l'Agriculture. Dernière épreuve, les candidats ont 3 heures pour installer un buffet avec toutes leurs préparations. Sur le fil, là, Stécie? Tout juste. Hop. Et dans quelques temps, ils vont être éventuellement... Le jury inspecte chacun des 6 buffets avec attention. Aujourd'hui, c'est l'aspect visuel qu'il note. Après les 4 jours les plus stressants de sa vie, Stécie retrouve enfin ses proches. J'ai ramé. Oui, mais... Ah, mais justement... J'ai eu que des noms, que ça. Pendant 3 jours. Ah, mais ça veut peut-être dire que t'as bossé plus que les autres. J'ai fini 30 secondes avant.
Ouais, ça va être dur. Hein. Plus que quelques minutes avant l'annonce des résultats. On va demander à Marjorie, du coup, de se rapprocher, puisque c'est Marjorie qui détient le palmarès. Voilà 4 ans que Stécie attend ce moment. J'appelle donc Stécie 16. À partir d'aujourd'hui, le charcutier ne quittera plus son col bleu-blanc-rouge. Non mais arrêtez, j'en ai plein les poches. Je réalise pas encore. Il va me falloir 6 mois, ça va aller. C'est exceptionnel aujourd'hui. C'est une journée, c'est vraiment, c'est excellent quoi. C'est excellent, c'est magnifique. Aujourd'hui, c'est vraiment une journée super. En tout, ils sont 4 à avoir décroché le titre. 4 à représenter fièrement la nouvelle génération de charcutiers. Bien, bon messieurs là, attention au timing, hein, parce que... Pour décrocher le titre de meilleur ouvrier de France, Stécie va devoir courir un peu plus vite que les autres. Le timing, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'il te reste à faire encore? Tout. Ça va pas être compliqué, tout. Un peu de tout.